régionale viticulture bio Occitanie. Cette conférence a été organisée par les chambres d'agriculture d'Occitanie sur la thématique des biocontrôles et des extraits végétaux. Nous serons deux à animer ce webinaire. Marie Largeau, chargée de mission bio à la Chambre régionale d'agriculture Occitanie, et moi-même, Emma Caro, chargée de mission bio à la Chambre d'agriculture de l'Hérault. Pour ceux qui n'ont pas pu être présents semaine dernière à la première partie de cette conférence, sachez que cette conférence est le résultat de nombreux échanges et de nombreuses discussions, que ce soit entre professionnels, entre conseillers viticoles et les deux, pour choisir une thématique qui est à la fois d'actualité et qui répond à la fois aux besoins de la filière. Je tiens d'ailleurs à remercier ceux qui ont participé à l'élaboration du programme de cette conférence, donc en 2 webinaires, donc notamment Nicolas Constant, Cyril Cassarini et Thierry Massol. Vous l'aurez compris, en 2019, on était sur la thématique de la flavescence dorée, en 2020 sur le cuivre, 2021 sur le travail du sol. Et cette année, pour 2023, la thématique qui a été retenue lors du comité technique viticulture bio Occitanie est les biocontrôles et les extraits végétaux. Mardi dernier, le webinaire s'était orienté sur cette thématique-là, mais axé Eudémis et Cryptoblabès, donc biocontrôle dans la lutte contre Eudémis et Cryptoblabès. Et aujourd'hui, on est plutôt orienté dans la lutte contre le mildiou et le black rot. Ainsi, pour pouvoir répondre à cette thématique, on commencera par laisser la parole à Séverine Dupin, qui est chef du département recherche et développement à la Chambre d'agriculture de Gironde, et elle vous présentera des résultats d'expérimentation sur l'efficacité des biocontrôles contre différentes maladies fongiques, mais principalement contre le mildiou. Dans un second temps, nous laisserons la parole à Nicolas Constant, qui est référent viticulture biologique à l'IFV. Il vous parlera cette fois des extraits végétaux dans la lutte contre le mildiou et s'appuiera sur un site bien connu qui est le Centre de ressources du cuivre. Dans un troisième temps, et pour enchaîner, pour compléter l'intervention de Nicolas Constant, nous laisserons la parole à Mathias Pechler, qui est vigneron bio dans le Minervois et qui a mis en place sur son exploitation des extraits végétaux. Il sera accompagné d'Anaïs Bernot, conseillère et enfin surtout animatrice technique en viticulture biologique au Biocivam de l'Aude. Et enfin, dans un dernier temps, nous laisserons la parole à Xavier Burguin, ingénieur à l'IFV, basé à Cognac et spécialiste des solutions de biocontrôle, qui nous parlera des biocontrôles, mais cette fois dans la lutte contre le black rot. Et donc, je vais enchaîner avec quelques petits points d'information sur le bon fonctionnement du webinaire. Donc, on vous demande de laisser vos caméras ainsi que vos micros éteints pour ne pas ralentir et bloquer la connexion. Mais surtout, n'hésitez pas à poser vos questions aux intervenants. Donc, dans l'onglet conversation qui est dédié, et nous aurons un temps d'échange à la fin de ce webinaire pour justement y répondre. Vous pouvez rédiger vos questions donc au fur et à mesure. Et puis, pour complément d'information, de toute façon, ce soir, vous recevrez par mail les présentations des différents intervenants. Vous avez dû le voir, le webinaire est enregistré, donc vous pourrez le revisionner. La vidéo sera disponible dans quelques jours ou quelques semaines en replay sur le site internet de la Chambre régionale et de ses partenaires. Voilà, sinon, dernière information, vous étiez 140 inscrits à ce webinaire ce matin et je crois que vous êtes une cinquantaine connectés en ce moment. Donc, on vous souhaite une bonne conférence et du coup, on propose à Séverine Dupin de débuter cette conférence avec son intervention sur les biocontrôles dans la lutte contre le mildiou. Donc, bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Je vais vous présenter des travaux qui sont menés dans le cadre d'un projet qui est
cofinancé par le Conseil interprofessionnel des vins de Bordeaux pour répondre à la problématique donc, du contexte girondin et de l'intégration des biosolutions dans le contexte girondin. Donc, ce programme s'appelle Alfongi Biocontrôle. Donc, le projet a été créé en 2017 et on mène des expérimentations depuis 2018 avec un focus sur les maladies cryptogamiques. Et bien entendu, le contexte bordelais, donc un focus très important sur le mildiou de la vigne, qui est la maladie qui impacte le plus sur le bassin bordelais, et des focus secondaires, oïdium en priorité et un peu de botrytis. Notre objectif était de répondre à la question que nous posaient les viticulteurs en 2017, qui était de nous dire qu'ils voulaient bien utiliser des produits de biocontrôle, mais qu'ils ne savaient pas quelle stratégie employer. Comment le faire et avec quels produits. Donc, on voulait fournir des références techniques sur des stratégies optimisant l'emploi du biocontrôle et que ces références techniques soient indépendantes. On voulait accompagner les viticulteurs dans leur transition vers l'utilisation de plus de produits de biocontrôle. Donc, pour ce faire, nous avons travaillé en micro-parcelles et en conditions de production, donc avec des viticulteurs qui ont fait eux-mêmes des essais. Nous ne sommes pas intervenus sur la première partie dans le cadre du développement d'un produit de biocontrôle, qui est le choix des substances actives. Nous avons donc travaillé sur 6 millésimes différents, enfin 2023 va se lancer, donc avec des contextes climatiques très différents, d'années comme 2018, 2020 ou 2021 qui sont très pluvieuses avec de très fortes opérations mildiou, à une année comme 2022 où on a plutôt subi une grosse sécheresse à laquelle la Gironde n'est pas forcément très habituée. Nous avons eu l'opportunité de travailler avec de nombreux viticulteurs et donc sur des secteurs très différents aussi de Gironde, des appellations type Bordeaux, Bordeaux-Sud, jusqu'aux appellations très réputées comme Saint-Julien. Et à nouveau, dans un contexte girondin, sur plusieurs cépages, le merlot, le cabernet sauvignon, le sauvignon blanc ou encore le petit verdot. Donc vraiment une très grande diversité de cas différents. Nous avons commencé par tester nos produits en micro-parcelles, donc des travaux qui ont démarré dès 2018. Pour le mildiou, nous avons décidé de travailler donc en association avec du cuivre, comme vous vous en doutez. Et donc la réflexion qu'on avait, on déclenchait un traitement, on calculait une dose de cuivre à appliquer, donc qui était notre référence cuprique. Ensuite, on avait une règle de décision qui nous permettait en fait de réduire la quantité de cuivre à appliquer et qui prend en compte le risque de développement du mildiou, avec des valeurs de modélisation, la météo à venir et la présence ou non de symptômes. Donc, ça nous donnait une quantité de cuivre réduite, qu'on avait appelé petit CU. On associait ça avec du biocontrôle et on le comparait à cette petite dose de cuivre seule. Et donc là, c'est vraiment la synthèse de nos résultats en micro-parcelles. Sur les stimulateurs de défense des plantes, nous avons eu des efficacités supplémentaires apportées qui, dans nos conditions d'expérimentation avec des très fortes pressions mildiou, n'ont pas été jugées comme suffisantes pour passer en grande parcelle, puisqu'on était à 10% de plus d'efficacité. Donc, notre conclusion, c'était qu'il nous fallait retravailler nos stratégies dessus. Ensuite, on a eu 2 autres types de produits qui sont sortis avec des efficacités positives. Les tisanes, donc il faut savoir qu'en fait, on travaillait avec une alternance de tisane de prêle et tisane de sol, et l'huile essentielle d'orange douce. L'huile essentielle d'orange douce avec une efficacité supérieure apportée de plus de 50% par rapport à une petite quantité de cuivre. Dans le même temps, on menait aussi des essais en micro-parcelles sur l'oïdium, sur des stratégies 100% biocontrôle. Et donc là, l'idée chez nous, avec une pression oïdium qui est quand même faible en Gironde, l'objectif était de ne pas appliquer de soufre et d'en appliquer que si on voyait de l'oïdium. Donc, on a pu comparer des stratégies avec des toutes petites doses de soufre sur toute la saison ou d'autres produits. Et donc là, l'huile essentielle d'orange douce ou le bicarbonate de potassium sont sortis comme étant, dans nos conditions, plus efficaces que des toutes petites doses de soufre. Donc, à partir de là, ça nous a permis de créer des stratégies à tester en grande parcelle, avec en plus un intérêt supplémentaire, c'est qu'on a vu notamment des produits ressortir sur 2 maladies, comme l'huile essentielle d'orange douce qui est ressortie sur mildiou et oïdium, ou encore le bicarbonate de potassium qui a aussi une efficacité sur la pourriture grise qui, chez nous, certaines années, peut se développer. Donc, la stratégie qui a été construite, elle se réfléchit donc forcément autour de la floraison et des différentes étapes phénologiques.
Il faut savoir qu'avec les viticulteurs, en encadrement de floraison, on a décidé de ne pas forcément appliquer de biocontrôle avec eux, ne pas prendre de risques déjà, premier point. Deuxième point, les huiles essentielles sont interdites en période de floraison. Donc, on commence la saison avec l'huile essentielle d'orange douce et on va moduler le cuivre associé. On n'ajoute pas de soufre tant qu'on ne voit pas d'oïdium. Et on va venir appliquer du bicarbonate de potassium en fin de saison, une fois qu'on aura arrêté l'huile essentielle d'orange douce, et avec un traitement positionné en général à fermeture. Souvent, on n'en positionne pas d'autres. Nos stratégies ont évolué d'une année à l'autre. Vous allez voir qu'en fait, en 2020, on n'avait pas la même stratégie et que du coup, on l'a fait évoluer à partir de 2021. Donc justement, en 2020, pourquoi est-ce qu'on l'a fait évoluer? Déjà, l'huile essentielle d'orange douce, on l'appliquait à 0,8% du volume de bouillie et on appliquait du bicarbonate de potassium dès lors qu'on avait arrêté l'huile essentielle d'orange douce et sans s'arrêter en fait jusqu'à la fin des traitements. À partir de 2021, on a réduit la dose d'huile essentielle d'orange douce et on a décidé de limiter le nombre de traitements au bicarbonate de potassium pour appliquer du soufre pour traiter l'oïdium et d'appliquer du soufre si on voyait de l'oïdium. Donc, pourquoi? Voilà les résultats de 2020. Grâce à notre stratégie et grâce à nos règles de décision, on avait pu optimiser les quantités de cuivre apportées de 300 à 500 grammes. Ça correspond à un traitement, voire 2 traitements en agriculture biologique. Donc, c'est très intéressant et ça nous a surtout permis de passer sur les C2 en dessous de la barre des 4 kg. En soufre, on a pu fortement optimiser aussi puisqu'on a réduit de 13 à 25 kg sur des bases de 25 à 50 kg. La récolte était saine, identique entre les deux zones, avec même un essai où on avait une meilleure protection sur la stratégie biocontrôle que sur la référence viticulteur. Par contre, le coût de la stratégie a été vraiment beaucoup plus cher, sur des bases entre 160 et 225 € par hectare pour le vigneron. On a rajouté entre 150 et 244 € par hectare. Donc là, pour nous, ça a été un sens interdit total. Ça voulait dire qu'il fallait qu'on retravaille nos stratégies. On ne pouvait pas doubler le coût d'une stratégie avec du biocontrôle. D'où le fait qu'on a décidé de réduire le nombre d'applications de bicarbonate de potassium et de diminuer la dose d'huile essentielle d'orange douce. Donc, ça nous a permis en 2021 d'avoir des résultats avec une optimisation de la quantité de cuivre de 190 grammes à 540 grammes, à nouveau, qui nous a permis pour 2 essais sur 3, de passer en dessous de la barre des 4 kg. Quantité de soufre optimisée, du coup, vu qu'on utilisait moins de biocontrôle, on utilisait plus souvent du soufre, on a optimisé moins de soufre, malgré tout, sur des bases qui étaient quand même faibles, puisqu'on était aux alentours de 25 jusqu'à 40 kg. 2021 a été une année qui, en Gironde, a vu une très forte pression mildiou on va dire, nouaison suite à des très gros orages aux alentours du 15 juin. Et donc, on a eu, à Véraison, on avait du mildiou sur beaucoup d'essais. Par contre, on avait la même quantité de mildiou, que ce soit sur la zone de référence ou sur la zone avec les essais biocontrôle. Par contre, là où on avait un résultat plus intéressant, c'est qu'on avait réduit finalement cette augmentation de coût de la stratégie. Sur des bases où les vignerons avaient des stratégies de 190 à 377 €, nous avons augmenté entre 17 et 45 € par hectare la stratégie de traitement. Donc, ça restait beaucoup plus acceptable. Et la question ensuite qu'on s'est posée et qu'on a posée aux viticulteurs était de l'acceptabilité de ces surcoûts, si cela permet d'accompagner l'atteinte de la quantité de cuivre à appliquer à l'année. Les viticulteurs avec lesquels on travaillait pouvaient accepter d'augmenter d'une vingtaine à une quarantaine d'euros par hectare les stratégies de traitement en utilisant du biocontrôle à partir du moment où ils avaient des résultats comme ce qu'on avait là, donc c'est-à-dire une qualité de protection équivalente. Donc, en 2022, les stratégies en grande parcelle ont été poursuivies.
Chaque année, les viticulteurs ont le choix de poursuivre ou non et ensuite des produits qu'ils testent. Donc, ce qui fait qu'en 2022, on n'a eu qu'un seul viticulteur qui a vraiment participé sur des essais grandes parcelles en agriculture biologique. On n'a pas de notation à vous faire remonter puisqu'en fait, il n'y avait pas de symptômes sur l'essai. Le témoin non traité était d'ailleurs quasiment propre. Par contre, la stratégie nous a à nouveau permis de réduire de 426 grammes la quantité de cuivre appliquée et les coûts étaient identiques entre les deux zones, c'est-à-dire que l'augmentation due au biocontrôle a été compensée par la réduction du cuivre et du soufre. Donc, ces essais vont être poursuivis en 2023. Vous avez là un des plans d'essai où on divise finalement la parcelle en deux grandes zones, la référence, la zone biocontrôle. Et sur cet essai-là, il y a 2 rangs de témoins non traités qui sont laissés. Les témoins non traités ne sont pas obligatoires, sont laissés au choix du viticulteur. On laisse aussi le choix des produits, c'est selon son stock, en particulier sur sa référence. Pour les produits de biocontrôle, on lui fait des propositions en fonction des produits et des efficacités qu'on a pu observer. Et après, c'est aussi le viticulteur qui choisit finalement les produits qu'il va appliquer. Ainsi, on vous a présenté beaucoup de résultats avec du bicarbonate de potassium. S'ils choisissent de mettre de l'hydrogénocarbonate, nous, ça correspond aussi aux efficacités qu'on a pu observer. Nos objectifs, c'est de continuer forcément le test des produits de biocontrôle en microparcelles pour augmenter le panel de solutions disponibles pour les grandes parcelles et d'élargir le nombre d'exploitations menant les essais en grandes parcelles. On a eu 3 personnes en 2020, 3 personnes en 2021, 1 personne en 2022. C'est de continuer et d'avoir au moins 5-6 personnes qui testent parce qu'avec cette multiplication des essais, on aura d'autant plus de résultats. Donc, pour conclure, intégrer du biocontrôle dans ces stratégies, c'est forcément un équilibre à rechercher, un équilibre entre des enjeux environnementaux pour limiter les produits qui sont jugés comme problématiques, un équilibre par rapport à la viabilité des stratégies, une viabilité qui est difficile à atteindre en agriculture biologique parce que l'intégration de produits de biocontrôle au regard du cuivre et du soufre, le soufre étant biocontrôle, on n'a pas oublié, augmente fortement les coûts des stratégies et un équilibre avec l'efficacité aussi, où on a besoin d'avoir des stratégies qui sont aussi efficaces que ce qu'aurait fait normalement le viticulteur. Il faut savoir qu'en Nouvelle-Aquitaine, ces essais-là sont vraiment renforcés par le fait qu'il y a une feuille de route qui a été signée sur le déploiement des biosolutions et qui nous engage à réaliser ces essais en grandes parcelles de manière très large sur tout le territoire de Nouvelle-Aquitaine. Donc, l'objectif pour nous est aujourd'hui de vraiment créer un grand réseau d'essais, grandes parcelles sur toute la région pour prouver qu'il est possible d'utiliser du biocontrôle, pour évaluer l'efficacité des stratégies par bassin, les optimiser pour chaque secteur et accompagner la transition agroécologique des exploitations. Je vous remercie pour votre attention. Je vais laisser la parole à mes collègues et j'en profite pour remercier l'ensemble des viticulteurs qui participent avec nous aux essais, ainsi que l'ensemble des collègues qui interviennent sur ce projet, parce qu'en fait, c'est un projet qui mobilise beaucoup de personnes de l'ensemble du Vinopa. Merci beaucoup, Séverine, pour cette présentation. Ce que je vous propose de faire, c'est qu'il y a quelques questions qui sont en train d'être posées. On va en sélectionner une et le reste des questions sera posé à la fin du webinaire dans un temps qui est dédié aux échanges. Donc, pas de panique, les questions seront bien toutes posées. J'en choisis une pour le moment. Et Séverine, peut-être cette première question, elle servira un peu pour la suite et notamment pour introduire la dernière présentation qu'on aura. Sur les essais que tu as présentés, est-ce que vous aviez une pression Black Rot et est-ce que vous avez observé l'efficacité de cette stratégie sur le Black Rot? Alors, en fait, quand on fait nos notations, on regarde toutes les maladies et on a pu observer sur des témoins non traités des pressions Black Rot relativement faible au regard de pression mildiou. Toutefois, en fait, lorsqu'on a fait les notations, c'était sain en termes de Black Rot. Donc, pour nous, les stratégies qu'on a testées ont eu l'efficacité suffisante, mais ça a été probablement aussi dû à la synergie entre le cuivre et le soufre.
Merci beaucoup, Séverine. Je propose, je rappelle, de poser les autres questions dans le temps dédié aux échanges à la fin de ce webinaire. Je vous rappelle aussi que vous pouvez continuer de poser vos questions, que ce soit sur cette intervention ou sur les interventions suivantes. Pour cela, vous avez le chat soit directement à droite de votre écran. Et pour ceux qui ne l'ont pas, il faut aller dans la rubrique Conversation en haut de votre écran, y cliquer dessus et le chat apparaîtra à droite. Et je vous propose de tout de suite enchaîner avec l'intervention de Nicolas Constant, donc qui est référent viticulture biologique à l'IFV, qui cette fois ne va pas nous parler biocontrôle, mais plutôt extraits végétaux, avec notamment le centre de ressources du cuivre. À toi, Nicolas. C'est parti. Bonjour à tous et à toutes. Donc effectivement, je vais vous présenter le centre de ressources cuivre. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail des résultats d'expérimentation. Je vais plus vous présenter la structure du centre de ressources et je vous inviterai après à consulter par vous-même le centre de ressources. Donc, ce centre de ressources, en fait, c'est un site internet qui est accessible directement. Vous aurez un peu plus tard l'adresse pour y accéder directement. Donc, l'origine de ce centre de ressources, donc en 2018, l'INRAE a réalisé une expertise sur la possibilité d'arrêter le cuivre en protection des cultures, notamment en viticulture biologique. Et ils avaient identifié certains leviers qui permettaient, alors peut-être pas de sortir de l'utilisation du cuivre, mais au moins des pistes de réflexion pour réduire les doses de cuivre. Donc, les principaux leviers identifiés, c'était donc l'optimisation des doses de cuivre, notamment en utilisant des outils d'aide à la décision, d'avoir le recours à des variétés résistantes et de s'appuyer sur diverses alternatives. Donc ça, c'était des recommandations, on va dire, de la recherche. Et en 2019, le ministère de l'Agriculture a lancé des cellules de recherche innovation transfert, des cellules RIT, pour faciliter le transfert des références techniques qui sont actuellement disponibles sur ce sujet des alternatives au cuivre. Donc, cette cellule RIT est animée par l'ACTA, l'INRAE, et puis associe également donc, les champs d'agriculture et l'IFV. Donc, au niveau des partenaires champs d'agriculture, donc c'est Séverine Dupin, donc voilà, on se retrouve, de la Chambre d'agriculture de Gironde, qui a collaboré avec ses collègues sur ce centre de ressources. Donc, comment on a fonctionné? En fait, on a collecté on a contacté l'ensemble des partenaires techniques qui interviennent sur le sujet de la viticulture biologique et qui ont mis en place des expérimentations sur la thématique des alternatives au cuivre au cours de ces 20 dernières années. Donc là, vous avez les logos des principaux partenaires qui ont été sollicités, qui ont répondu, qui ont contribué au centre de ressources. Et donc, comme vous pouvez le constater, donc, on a récupéré donc, la carte de France avec les départements colorés en vert. Donc, c'est les départements sur lesquels on a collecté des résultats d'expérimentation. Et au total, nous avons récolté les résultats de 400 expérimentations à ce jour. Donc, si on ventile les différentes solutions techniques qui sont testées dans ces 400 expérimentations, donc vous voyez qu'il y a différentes solutions, les variétés résistantes, des OAD, donc des outils de décision, des sucres, des substances minérales, des huiles essentielles, et la majorité des expérimentations, donc 200, à peu près la moitié des expérimentations, ont porté sur des substances végétales, des produits végétaux. Donc, pour chacune de ces solutions techniques, on a rédigé une fiche technique. Donc là, je vous présente un modèle, donc c'est le modèle de l'APREL. Donc voilà, toutes les fiches ont la même structure. Donc si on zoome, on a un paragraphe sur le mode d'action qui est connu ou pressenti pour la solution technique présentée. La réglementation, donc ça c'est très important de savoir dans quel cadre on peut utiliser la solution proposée. Pour les produits à base de plantes, on a la recette, on va dire, de préparation qui est conseillée. Une vision assez synthétique des résultats du nombre d'expérimentations qui ont été valorisées dans cette fiche et une évaluation globale de l'efficacité de la solution. Pour illustrer l'efficacité, on s'appuie sur quelques résultats. Donc, on illustre, comme vous pouvez le constater, on a pris
quelques expérimentations qui seront représentatives de l'efficacité moyenne constatée par la solution, et puis une petite synthèse qui présente les grandes conclusions qu'on peut tirer sur la solution présentée. Et donc, la dernière page de chaque fiche présente les partenaires techniques auprès desquels on a collecté les informations avec leurs coordonnées. Si vous voulez avoir plus de détails sur les résultats présentés, vous pouvez les contacter. Donc, à ce jour, nous avons 35 fiches disponibles. Encore une fois, la grande majorité repose sur des produits à base de substances végétales. Alors, pour consulter le site, donc on vous a remis, je vous ai mis ici l'adresse sur laquelle vous pouvez consulter le centre de ressources. Marie vous mettra dans le chat le lien direct sur lequel vous pourrez cliquer pour consulter le site. Alors, pour info, le centre de ressources a été lancé au CITEVI 2021. Donc actuellement, en ce jour, on a à peu près 10 000 visiteurs qui ont consulté le site et il y a 30 000 pages qui ont été consultées. Alors également, c'est un site qui est amené à vivre, à se poursuivre. Donc on continue à solliciter les partenaires techniques pour identifier les expérimentations qui peuvent être valorisées dans le cadre de ce centre de ressources. Et les fiches, actuellement on en a 35, donc elles sont amenées, les 35 existantes, à être mises à jour. Et on va compléter si d'autres solutions techniques sont identifiées. Alors, je vous présente juste la structure. Si vous allez sur le centre de ressources, voilà ce sur quoi vous tombez. Donc, ça, c'est la page d'accueil. Ensuite, vous avez la seconde page, on a regroupé l'ensemble des solutions techniques par thématique. Et si vous cliquez sur une de ces images, donc là, j'ai pris une capture d'écran de la page substances végétales, vous tombez sur l'ensemble des fiches qui sont proposées. Et si vous cliquez sur chaque fiche, bien évidemment, vous retombez sur le modèle que j'ai présenté précédemment. Donc, sur les substances végétales, vous voyez, donc on a une fiche sur l'absinthe, sur l'armoise, la bourdaine, la consoude, la menthe, les pépins de raisin. Donc, il y a une question sur le sujet dans le chat. Voilà, il y a une fiche qui est dédiée aux pépins de raisin, donc vous pouvez la consulter pour avoir des informations. Sur la prêle, la rhubarbe, les sarments, saule, osier et le yucca. Alors, juste pour info, par exemple, certains d'entre vous peuvent être surpris de ne pas avoir une fiche sur l'ortie. Donc là, nous, on a utilisé uniquement des produits qui ont été utilisés seuls, et dans toutes les expérimentations qu'on a pu récupérer, l'ortie est toujours associée à une autre substance végétale. Donc, on n'a pas pu rédiger une fiche spécifique sur l'ortie. Donc voilà, actuellement, les fiches qui sont disponibles. Donc, voilà, je vous remercie de votre attention, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser ou à nous les poser, puisque Séverine Dupin et ses collègues qui ont largement contribué au centre de ressources sont également connectés. Merci. Merci beaucoup, Nicolas, pour ton intervention. Je propose de tout de suite enchaîner sur le témoignage qui est associé avec cette intervention sur les extraits végétaux. Et donc, on garde les questions pour juste après, et je donne tout de suite la main à Mathias Fischler, vigneron bio dans le Minervois, et Anaïs Bernot, qui est animatrice technique au BioCivam 11. À vous, et c'est bon pour l'écran. Bonjour à tous. Je m'appelle Mathias Pecheler, je suis vigneron au Château Couperose dans le Minervois, à La Connette. Donc moi je suis là pour vous parler de mon passage aux plantes en termes de traitement. De façon générale, tout ce qui est PNPP, parce que j'ai commencé avec surtout tout ce qui était huile essentielle, bicarbonate, tout ça, avant de me diriger après lentement vers les tisanes, décoctions, purines d'ortie, de consoude, tout ça. Moi je suis passé à ça parce que ça m'intéressait déjà en termes, le concept m'intéressait, c'est-à-dire de pouvoir traiter les vignes avec des plantes, avec des produits naturels, avec des produits qu'on pouvait même cueillir à côté de chez soi. Alors dans le Minervois, c'est vrai que la prêle, l'ortie, la consoude, ça pousse pas trop. Mais du coup je me fournis dans une coopérative qui est dans le Massif central. Et le concept de pouvoir remplacer donc en partie le soufre et le cuivre par ces plantes m'intéressait beaucoup. Donc après, c'est vrai qu'il y a c'est un petit peu complexe pour rentrer dedans parce que ça nécessite quand même de modifier en profondeur ces pratiques. Mais ça se fait doucement. Et donc j'ai attaqué doucement par de la prêle, par de l'ortie surtout.
avant après de me diriger vers des plantes un petit peu plus, que je dirais secondaires, même si en fait maintenant je m'en sers beaucoup, comme l'Achillée millefeuille, camomille et reine des prés pour tout ce qui concerne la sécheresse. L'Achillée millefeuille aussi de façon générale contre l'oïdium. Donc la consoude d'avant-fleur surtout, là ça je m'en sers parce que ça améliore la floraison. Et après je fais beaucoup de mélange entre purin et plantes sèches. Donc pour différents effets. Par exemple, comme je disais, donc la sécheresse, je vais mettre un purin d'ortie à 5%, une camomille, reine des prés et Achillée millefeuille. Sur le mildiou, je vais plutôt être sur une prêle, osier, pissenlit, avec du coup des petites doses de cuivre. Sur avec le soufre, donc pour l'oïdium, je vais vraiment être plutôt sur Achillée millefeuille. Un petit peu d'huile essentielle aussi, 3 à 4 passages quand même par an. Et ensuite, donc moi j'ai au niveau matériel, finalement c'est assez simple. Moi, j'avais des petites cuves inox dont je me servais pour tout ce qui était micro-vinification, donc j'ai pris ça, parce que j'ai quand même une surface de 40 hectares à faire. Donc je fais des tisanes par coup de 300 litres. J'ai acheté juste un brûleur de 9 kW, un petit peu plus costaud que ceux que j'avais, parce que c'est quand même très très long de porter à ébullition un volume comme ça. Mais au-delà de ça, après c'est assez simple, après je le mélange dans la bouillie avec le reste. Et ce que j'ai pu remarquer au niveau effet, c'est qu'entre 2018 et 2020, c'est quand même qu'étaient pour nous 2 années très pluvieuses et très sensibles au niveau mildiou. En 2018, j'étais à 2,9 kg de cuivre métal par hectare. En 2020, avec les plantes et les purins, je suis passé à 900 grammes pour une efficacité qui pour moi était semblable, même un petit peu meilleure en 2020 parce qu'on avait aussi un petit peu plus l'habitude. On savait un petit peu mieux surveiller cette maladie qui ici n'est quand même pas, enfin n'était pas aussi courante que ça, disons. Donc voilà. Ensuite pour tout ce qui va être insectes aussi, j'utilise des purins, donc purin d'ail, purin de fougère aigle, en mélange avec de la tisane d'absinthe. Alors c'est plutôt, je dis insecticide, c'est pas vrai, pardon, c'est insectifuge. Donc le but c'est vraiment de le mettre pour éviter que les insectes se posent et puis se pondre. Ça marche plutôt bien. Et voilà, c'est à peu près tout sur les. Ouais, donc c'est vrai que j'utilise le filtre parce qu'après, bon, ça c'est au niveau pratique. Il faut quand même filtrer avant de mettre dans le pulvé. Donc j'utilise pour ça le filtre de mon pulvé en biodie, donc qui me sert pour les 500 et 501. C'est un tamis inox assez fin. Et voilà, c'est à peu près tout, je pense. Ensuite, je ne sais pas si au niveau pratique, il y a des choses qui peuvent intéresser les gens sur les doses, sur tout ça. Mais voilà. Moi, c'est ma pratique de la chose. De quoi? Pardon. Non, j'allais dire merci beaucoup, Mathias. J'allais motiver les personnes à te poser les questions dans le chat, surtout que Mathias ne sera pas avec nous jusqu'à la fin du webinaire. Donc, surtout, n'hésitez pas sur les questions. Et il y en a déjà une première. Au niveau de ton fonctionnement, est-ce que tu avances plutôt de ton côté en faisant tes propres essais? Est-ce que tu t'es beaucoup formé? Est-ce que tu travailles avec un groupe d'autres vignerons intéressés par les mêmes thématiques? Comment fonctionne ta dynamique sur ce sujet-là? Non, moi je me suis un peu lancé tout seul au début parce que ça m'intéressait. J'ai mis un petit peu de temps quand même, hein, comme je disais, parce qu'au début, c'est vrai qu'en fait, on a du mal à l'intégrer dans le protocole, entre guillemets, qu'on met en place quand on traite. C'est assez complexe parce que, mine de rien, moi, je fais tremper les plantes 24 heures avant en eau froide. Après, je vais mettre à ébullition et encore 24 heures après, je vais filtrer pour aller traiter. Donc, ça prend quand même pas mal de temps. Donc, moi, je me suis un peu formé tout seul et puis après, j'ai fait quelques formations, voilà. J'ai acheté quelques bouquins aussi. Et puis après, c'est surtout des tests en fait. On teste, et puis on voit si ça fonctionne, si ça fonctionne pas. Il faut oser hein, au début aussi. C'est vrai qu'aller diminuer les doses de cuivre sur des années particulièrement pluvieuses comme on a pu avoir ici, comme je disais en 2020, il faut quand même oser. Donc ça nécessite aussi beaucoup d'observations, mais ça de toute façon on y vient tous à un moment donné quand on veut diminuer les doses. Voilà. Après, les extraits fermentés, j'ai vu passer un truc. Les extraits fermentés, j'utilise non que des purins du coup.
qui sont fermentés du coup quand même, mais que des purins donc qu'on soude ortie, qu'est-ce que j'utilise? Qu'on soude ortie prêle, pissenlit aussi. Ça c'est pour un effet un petit peu booster en fait, surtout pissenlit qu'on soude et ortie. Et puis l'ail, je disais, pour le côté insectifuge. La société pour les plantes, c'est ça? Oui, la question, quelle est la société qui produit les plantes que tu utilises? C'est la Sicarapam, avec 2 C ou 2 P, je sais plus. Ils sont dans le Massif central, voilà, c'est une coopérative. Il faut les contacter avant quand même parce qu'il faut commander. Dans l'Aude, je sais pas du tout. Les fourchettes de dose de cuivre par traitement, ouais, les fourchettes de cuivre, ça dépend de la pression, ça dépend de la parcelle, ça dépend de plein de choses. Je vais pas traiter une Syrah comme je traite un grenache, par exemple, forcément. Donc, mais je suis plutôt basse dose. En fait, ici, on n'a pas non plus une pression démentielle. Mais sur des années comme 2020, je passais un peu plus fort, mais voilà, j'ai quand même fini à 900 grammes en cuivre métal, donc je passais à des... moi, j'utilise le Chamflot. Je réfléchis, on doit être aux alentours de 500 ml Chamflot à chaque passage. Le Chamflot, je crois que ça dose à 34%. Donc 170 grammes, 150, 170. Ouais. En règle générale, après, en encadrement fleur, je vais plutôt être à 1 litre. Mais comme je dis, ça dépend vraiment de la parcelle, du sol sur lequel elle est plantée. Je dis, les parcelles, je sais qu'elles sont humides, d'autres, je sais que moins. Donc voilà, je vais vraiment adapter. Et voilà. Merci beaucoup, Mathias. Ce que je vous propose, c'est de continuer évidemment à poser vos questions si vous en avez dans le chat. Je répète, soit à droite de votre écran, soit en cliquant sur la rubrique conversation en haut de votre écran. Et on commence à avoir fait le tour, notamment sur tout ce qui était biocontrôle et extraits végétaux dans la lutte contre le mildiou. Et on va passer sur une toute autre maladie cryptogamique. On va se diriger sur la problématique Black Rot. Et je vais donc laisser la parole à Xavier Burguin, qui, je rappelle, est spécialiste des solutions de biocontrôle à l'IFV et basé à Cognac. Alors, à toi, Xavier. Bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je vais vous présenter le projet Zéro Black Rot, donc, qui vise à créer des stratégies de lutte à la fois pour la viticulture conventionnelle, bio, et notamment le déploiement des variétés résistantes qui sont très sensibles au Black Rot. Donc, tout d'abord, le contexte, c'est vraiment une évolution plutôt des pratiques qui sont favorables au Black Rot. Donc, sur la partie agriculture biologique, par exemple, on est sur des stratégies avec une synergie de produits de contact à base de cuivre et de soufre mouillable, sachant que ces deux substances ont une efficacité partielle, utilisées seules sur le Black Rot. On a actuellement seulement 2 fongicides cupriques qui ont une AMM Black Rot. Le soufre, par exemple, n'a pas d'autorisation de mise sur le marché pour lutter contre le Black Rot. On est sur un contexte de limitation de l'utilisation du cuivre. Et donc, du coup, comme j'ai dit auparavant, il n'y a que deux fongicides cupriques homologués. Il n'y a aucune biosolution qui est homologuée actuellement contre le Black Rot, c'est-à-dire sur la liste biocontrôle ou sur la liste des substances de base, par exemple. Voilà. Donc, l'objectif du projet Zéro Black Rot, c'était d'identifier des biosolutions déjà commercialisées qui ont une efficacité sur le Black Rot et de commencer à créer des stratégies alternatives applicables chez les viticulteurs. Donc, le projet Zéro Black Rot, c'est vraiment un continuum de la boîte de pétri jusqu'à la vigne. Donc, c'est un projet qui se déroule de 2021 à 2024. Donc, on a une première action où l'objectif, c'est vraiment au laboratoire de tester dans des conditions contrôlées un très grand nombre de biosolutions et donc de sélectionner des candidats pour après les tester sur le terrain. Donc, ça, c'est dans l'action 4, où là, on va tester les solutions en microplacettes pour voir. Mais on sait qu'il y a souvent un gros fossé entre la partie labo et conditions contrôlées et, on va dire, la partie terrain. Donc, on va essayer de gagner du temps
en sélectionnant dans l'action 3 des candidats et en les testant dans l'action 4, avant de potentiellement les déployer sur le terrain en grande parcelle. Sachant que voilà, dans ce projet, on a aussi une action 2. Donc, on peut identifier des produits qui sont intéressants. Après, il faut aussi réussir à optimiser leur positionnement. Donc, on a aussi une partie modélisation dans le projet qui vise à mieux positionner les produits par rapport à la climatologie, au contexte des parcelles. Voilà. Donc, je vais vous présenter un peu les premiers résultats de chaque action. Donc, d'abord, je vais vous présenter les résultats de l'action 3, donc, qui vise à évaluer les produits dans des conditions contrôlées. Donc, cette évaluation, elle est réalisée sur la plateforme BC2Grep, donc qui est à Bordeaux et qui regroupe les compétences de l'INRAE et de l'IFV dans un outil mutualisé ouvert. Donc, l'idée vraiment de cette plateforme, c'est de soutenir l'industrie dans le développement de solutions de biocontrôle par la recherche et l'innovation. Donc, d'apporter nos capacités d'expérimentation à l'IFV et l'INRAE. Donc là, dans le cadre du projet, cette plateforme a été sollicitée pour la mise au point à la fois d'un protocole de screening de biosolutions in vitro, donc sur des boîtes de pétri, et Implanta, là, sur des boutures foliées. Voilà. Donc voici quelques premiers résultats du projet. Donc, tout d'abord, il a fallu créer une méthode, donc ça nous a pris un peu de temps et on a juste commencé là à faire le screening des biosolutions à partir de 2022. Et donc, on a quelques premiers résultats que je vais vous présenter et qui seront disponibles dans les PowerPoint à votre disposition. Donc, on peut voir, par exemple, sur les tests in vitro, donc, qui servent vraiment à valider des produits à action fongicide. Donc, on retrouve les très bonnes efficacités de différentes formes de cuivre. On a aussi des soufres mouillables en jaune qui ressortent assez bien. Donc ça, c'est des produits qui sont couramment utilisés sur le terrain. Mais on a aussi d'autres produits qu'on a trouvés potentiellement intéressants, comme des bicarbonates de potassium. On peut voir Armicarb et Carpet, par exemple. Des terpènes, comme le mévalone. Voilà, des produits comme Sonata, par exemple, un bacillus. Donc, il y a quelques... Déjà, en termes d'action fongicide, il y avait quelques produits qui ressortent avec, qui pourraient être intéressants, sachant que vraiment, ce qui est la boîte de pétri, bon, ça permet de déjà trier un peu sur l'efficacité fongicide et de voir si des produits SDP ont également une efficacité fongicide. Mais c'est vraiment le protocole Implanta qui va être intéressant parce qu'on va pouvoir tester différents modes d'action. Donc, ce protocole Implanta, on va pulvériser des produits sur une plante, comme vous pouvez voir sur la photo ici présente. Et après, on va inoculer, on va dire la plante à différents temps, donc en fonction évidemment des modes d'action des produits testés. Donc ici, par exemple, on peut voir les produits qu'on a testés pour l'instant. Donc on a testé peu de produits parce que on a mis du temps pour développer la méthode en 2022. Mais on peut voir que, par exemple, par rapport à un sulfate de cuivre, donc, qui est le fongicide cuprique, on va dire, homologué sur le Black Rot. Voilà, pour l'instant, on a peu de produits qui sont ressortis avec une efficacité intéressante. On a le Sonata, par exemple, et l'huile essentielle d'orange douce qui pourrait avoir un potentiel, par exemple. Après, voilà, il faut vraiment valider également sur le terrain, puisque là, on est vraiment on va appliquer le produit et on inocule derrière, donc on n'a pas d'effet de lessivage, de rémanence et autres. Voilà, on optimise les chances de réussite des produits par rapport au terrain. Mais ça nous permet déjà de faire un pré-tri, quoi. Et d'éviter de perdre du temps à tester des produits sur le terrain tout de suite de manière assez chronophage, quoi. Donc pour l'instant, pour faire un petit bilan de l'action, on a testé 42 produits sur la partie in vitro et on a testé 18 produits sur la partie in planta, donc sur bouture foliée. Donc on a réussi à développer un protocole pour ces deux parties et on va poursuivre les tests en 2023 en essayant aussi d'intégrer des préparations à base de plantes, voire
et voir aussi qu'est-ce qu'elles peuvent apporter en termes d'efficacité de mode d'action sur BlackRock. Donc, comme je disais, il y a aussi l'action 4 qui va être intéressante, où là, on peut commencer à déployer les solutions sur le terrain en microplacettes. Donc, je vais vous présenter quelques résultats d'essais. Donc, tout d'abord, un essai sur une variété résistante Sorelli, donc du côté de Nîmes. Donc, dans cet essai, on a vu des contaminations très précoces sur les feuilles. Donc, on a pu valider l'itinéraire vraiment que sur les pluies qui sont tombées entre fin avril et début mai. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a testé les associations croisées de soufre, donc thiovite, avec du limocide, de l'armicarbe. Et on a aussi testé l'efficacité des différents hydrogénocarbonates de potassium. Donc, sur ces puits de fin avril, début mai, on peut voir que nos modalités se sont différenciées sur la fréquence et l'intensité d'attaque sur les feuilles par rapport aux témoins non traités. Après, sur le reste de la saison, donc sur ce site, on n'a eu aucune contamination sur les grappes. Donc voilà, ça reste un essai voilà, voilà, un essai où on peut valider qu'une efficacité sur les feuilles. Un autre essai, donc cette fois dans le contexte aquitain, donc là sur variété uni-blanc. Donc c'était un essai où il y a eu une inoculation de Black Rot avec une brumisation régulière. Donc on est sur un essai avec une très très forte pression. Donc on avait mis les modalités vitisant, armicarbe et le soufre en référence pour essayer de comparer leur efficacité. Donc ce qu'on a pu voir, avec là encore une fois peut-être un départ de la protection un peu tardif et une pression très forte, ce qu'on a pu voir c'est que armicarbe et cumulus se différencient du témoin non traité sur la fréquence et l'intensité d'attaque sur les feuilles. Vitisant ne se différencie pas, contrairement à Vitisant qui ne se différencie pas du témoin non traité. Sur les grappes, ce qu'on remarque, c'est qu'on a une efficacité équivalente également dans les conditions de cet essai, entre armicarbe et le soufre, et on se différencie du témoin non traité, tandis qu'à Vitisant n'arrive pas à se différencier du témoin non traité. Donc ça reste des efficacités faibles là, au contexte de cet essai. Après, je rappelle que là, on est sous de la brumisation et autres, donc on est dans des conditions extrêmes de développement du Black Rot. Un dernier essai sur Voltis, donc une variété résistante très sensible au Black Rot, donc qui a été réalisé en Midi-Pyrénées. Donc là, on peut voir, donc encore, on a eu un départ assez tardif. On a laissé passer des contaminations en début de saison, mais on peut voir qu'on observe une efficacité des modalités armicarbe, soufre et Whisper et de l'association Whisper plus armicarbe. Alors, Whisper, c'est un soufre mouillable, voilà, je précise. Donc, c'est notre modalité, en tout cas, sur l'intensité d'attaque sur feuilles se sont différenciées du témoin non traité. Sur les grappes, on a des résultats assez intéressants puisque l'armicarbe, on retrouve un peu une efficacité, on va dire, autour de 25% avec armicarbe, qui est différente du témoin non traité. On trouve une efficacité du soufre supérieure à armicarbe et une plus-value là à l'association du soufre et d'armicarbe pour lutter, pour diminuer l'intensité d'attaque sur les grappes de Black Rot. Voilà, avec près de 62% d'efficacité sur une parcelle très sensible. Donc, en conclusion, donc en 2022, on a mis au point un protocole de screening de solutions à la fois in vitro et in planta. Donc l'idée là sur le projet, il dure encore sur 2023 et 2024. L'idée c'est en 2023 de faire une grosse sélection de faire une sélection sur un grand nombre de tester un grand nombre de biosolutions en 2023 pour les tester ensuite en 2024 sur le terrain et avoir une dernière phase de test terrain.
Donc, pour l'instant, on n'a qu'un candidat qui est disponible en agriculture biologique, sur lequel on a validé une efficacité intéressante. C'est Armicarb. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'on peut vérifier aussi l'efficacité de nouveaux candidats là, qu'on a pu mettre en relief dans nos essais in vitro implanta, comme des micro-organismes, par exemple Sonata. On a aussi l'huile essentielle d'orange douce, sur lesquels, par exemple, on avait fait des essais en 2021 qui avaient montré des résultats peu performants et qui, en 2022, a montré quelques différences significatives, comme on peut le voir au Dilan, et c'est un produit qu'il faudrait retravailler également dans le cadre du projet. Sachant que voilà, on a tout un travail également dans ce projet sur la modélisation du risque pour optimiser le positionnement des produits. Et ça, c'est un travail également qui est en cours au sein du projet et qui permettra une optimisation du positionnement des produits. Voilà. Donc, je voulais vous remercier de votre attention. Donc, je reste à votre disposition en cas de questions. Et je remercie tous les viticulteurs partenaires du projet et mes collègues qui ont contribué à la mise en place de ces essais. Merci beaucoup, Xavier, pour ton intervention. Je vous propose de passer au temps d'échange. Alors, on va reprendre les questions qui ont été posées aux différents intervenants au cours de ce webinaire. Bien évidemment, vous pouvez continuer à poser vos dernières questions pendant qu'on répond aux premières. On peut totalement recevoir les suivantes. Donc, n'hésitez pas à continuer de poser vos questions. Et je vais reprendre peut-être pour Séverine. Il y avait plusieurs questions qui t'étaient destinées. Donc, tu nous as présenté nombreux résultats d'essais. Est-ce que de ces essais, vous avez pu retirer des recommandations qui sont applicables directement aux viticulteurs, donc aquitains en premier lieu, mais derrière, est-ce que ces expérimentations et ces recommandations qui peuvent être en tirées sont aussi applicables aux viticulteurs d'Occitanie? Alors, c'était une question effectivement que j'avais pu voir. Pour vous expliquer, donc nous, l'équipe de recherche et développement, en tout cas la chambre, l'IAV aussi, puisque l'IAV est partenaire du projet. C'est un projet qui est mené entre la chambre, l'IAV et le lycée viticole de Gironde. On ne fait pas de conseils, donc nous, on ne va pas faire de préconisations, on va sortir les stratégies avec les efficacités supplémentaires. Et après, c'est nos collègues conseillers qui prennent ces résultats et qui en font des préconisations. Je n'ai pas souvenir, en échangeant avec les conseillers, qui m'aient dit qu'ils aient modifié leurs préconisations de produits suite à nos essais. Ils attendent encore qu'on acquiert d'autres résultats, parce qu'avec les pressions qu'on a eues en dents de scie et les efficacités, voilà, pour eux, il faut encore quelques années de plus à confirmer. Mais c'est vrai que nous, les équipes qui intervenons sur le projet, on ne fait pas de préconisations. Merci Séverine pour ta réponse. Une seconde question. Donc Nicolas a apporté déjà quelques éléments de réponse au cours de sa présentation. Est-ce que durant vos essais, vous avez testé des extraits de pépins de raisin ou de sarment? Alors, dans nos essais, non. Jamais dans les essais d'Alfongi Biocontrôle. Stibel, c'était dans Alfongi Biocontrôle. Alors, même moi, je me souviens plus. Donc, si, en fait, pardon. Heureusement que les collègues sont là. Donc, en fait, on a testé des sarments, oui, pardon. Pas des pépins de raisin, pas de l'huile de pépins de raisin, ça c'est sûr. Par contre, sur les sarments, on a travaillé avec en fait l'ISVV, donc un centre de recherche et de formation en Gironde, et on a testé les stilbènes issus de la vigne dans le cadre d'un contrat en fait qui doit rester pour l'instant confidentiel. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas diffusé les résultats qu'on a obtenus sur cet essai-là. Et que je l'avais occulté en plus. Merci Séverine. Si je peux apporter juste un complément du coup sur ces deux questions, enfin pépins et sarments. Donc je disais sur le centre de ressources, il y a une fiche. Par contre, elles sont peu nourries, hein, il n'y a qu'un seul essai à chaque fois. Donc voilà, on commence à communiquer là-dessus, mais il n'y a pas beaucoup de retours d'expérience sur des essais publiables, on va dire, avec ces solutions techniques. Et je pense, Nicolas, que sarment, on va pouvoir en obtenir plus
Pépins de raisin, j'en ai pas vu d'autres. C'était Agrobio Périgord qui avait travaillé dessus et qui nous avait dit qu'en fait, ils avaient fait un essai pour faire un peu un go-no-go et que du coup, ils n'avaient pas reprolongé. Donc voilà, par contre, dans le cadre du centre de ressources, si vous avez des résultats à nous fournir pour qu'on puisse compléter nos fiches, n'hésitez pas à nous les envoyer, puisque je crois que c'était quelqu'un qui nous disait aussi qu'il peut être dispo pour en échanger avec nous sur le sujet. Merci. Dans le même ordre d'idée, Xavier, est-ce que sur le Black Rot, il y a des essais plutôt sur l'efficacité des extraits végétaux? Alors, nous, comme je disais, on a une politique qui est d'abord tester in vitro et in planta, donc sur des boutures foliées, et après de tester au champ, ce qui nous permet de gagner quand même un temps très important sur la mise en place des expérimentations. Donc là, on a prévu de tester pas mal d'extraits de plantes cette année, donc sur notre screening. Et du coup, s'il y a des choses qui ressortent d'une manière intéressante, on les testera sur le terrain en microplacette en 2024. Voilà. Super, merci Xavier. Et peut-être la dernière question qui s'adresse à toi, Nicolas. Sur le centre du ressource du cuivre avait été repérée une fiche sur les traitements UVC. Est-ce que tu peux confirmer que c'est bien autorisé en agriculture biologique? Oui, donc on peut retrouver l'info sur le guide de lecture qui est téléchargeable sur le site internet de l'INAO. Donc actuellement, les UV sont mentionnés explicitement, donc ça veut dire qu'ils sont autorisés en bio. Par contre, il me semble que cette technique est malgré tout en cours de rediscussion au niveau de l'INAO. Donc on va dire que l'acceptabilité en bio de cette technique est peut-être provisoire. Donc, je serais prudent, si j'étais viticulteur bio, de ne pas investir tout de suite dans une machine à UV. Il faudra avoir confirmation dans les années à venir que cette technique, enfin dans les mois à venir, que cette technique est bien confortée en bio. Actuellement, s'il y a des prestataires qui peuvent intervenir chez des bio, la réglementation les autorise. Merci Nicolas pour ta réponse. Marie, je pense qu'on peut conclure. Il est 17 h. Tout à fait. Alors, juste, j'ai mis dans le chat le lien vers le centre de ressources du cuivre, comme annoncé par Nicolas tout à l'heure. Et donc, écoutez, on remercie sincèrement les intervenants pour leur présentation de grande qualité pour le webinaire d'aujourd'hui, mais aussi le webinaire de la semaine dernière, puisque cette année, la conférence régionale s'est effectuée en 2 temps. Nous espérons que cette conférence a répondu à vos besoins et vous a apporté des informations intéressantes et utiles. Vous recevrez donc ce soir les présentations des 2 webinaires et d'ici quelques semaines, le lien vers les enregistrements. On clôture. On vous dit bien entendu rendez-vous l'année prochaine pour la conférence régionale 2024. Et surtout, n'hésitez pas à nous transmettre vos remarques ou vos propositions pour la prochaine édition. Voilà, donc de tout cœur, un grand merci. On vous souhaite une bonne fin de journée et on vous dit à bientôt. À l'année prochaine. Merci tout le monde. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.